Salam alaikum, Azul, bonsoir. Top 3, rétro-info de la semaine, comme d'habitude, 3 à 4 sujets qui ont été abordés dans la semaine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau, sur ma droite, Badis Khnissa, marhaba bik. Bonsoir, salam alaikum Azul et merci pour l'invitation. Badis Khnissa, représentant de Tala'a al-Hurriyat. Tout à fait. Sur ma gauche, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, marhaba bik. Salam alaikum, Azul, bonsoir, merci pour l'invitation. Aussi sur ma gauche, Zoher Ruiz, membre du conseil politique de Jil Jadid, marhaba bik. Merci, bonsoir à tous. Marhaba bikoum. Avant de commencer, on va aller regarder les titres ensemble et on vient. Liberté. Ouihia, l'autre bilan, par Saïd Chekri. Observe Algérie. La capitale de l'Algérie classée parmi les pires villes du monde, par Jugurtha Nam. Liberté. La Banque d'Algérie à la reconquête de la confiance dans le système financier, par Salami Youssef. Alors, pour paraphraser mon collègue et mentor, j'allais dire Jabal Din Ben Chenouf, discussion à bâton rompu, comme chaque rétro-info. Badis Khnissa ou Yahya, un an après, quel bilan? Écoutez, oui, un an après, quel bilan? J'ai envie de vous dire sur la globalité, quel est le bilan tout simplement des mandats qui se sont succédés. Car finalement, Yahya reste une donne parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui, Yahya, hier c'était quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Les gouvernements se sont succédés effectivement avec un effet placebo. Donc aujourd'hui, le bilan, je pense, est connu et reconnu par tout le monde. Et surtout palpable sur le terrain, notamment à travers la précarisation de la société algérienne, à travers toutes les défaillances et les malfaçons qui ont été faites à ce jour. Donc je pense que sur quoi on devrait vraiment s'attarder et s'interroger d'une manière beaucoup plus profonde et intrinsèque, c'est plutôt ce que je disais la dernière fois, quelles sont les prérogatives aujourd'hui d'un Premier ministre et quelles sont les prérogatives d'un gouvernement, tout simplement, dans un État absolutiste, césariste et démagogue surtout, qui ne conçoit pas le partage du pouvoir, encore moins... Pourquoi ces gens acceptent justement de jouer ce rôle? Pardon? Pourquoi ces gens acceptent? Écoutez, il faut remonter à la genèse justement de cette problématique. Aujourd'hui, que ce soit le Premier ministre ou le gouvernement, ce sont des ministres gestionnaires quelque part, et encore c'est un grand mot, mais surtout c'est des ministres qui ont été, qu'on se le dise, c'est un secret pour personne, nommés dans une logique clanique et non pas dans une logique de compétence, de méritocratie ou de valeur ajoutée. Donc oui, ils sont là peut-être pour, on va dire, remplir un organigramme gouvernemental. Le gouvernement, qu'on en parle d'ailleurs, vous avez déjà vu un gouvernement vraiment travailler main dans la main, avec une cohérence, avec une feuille de route aujourd'hui, à ce jour, avec tous les gouvernements qui sont succédés, et Dieu seul sait qu'il y en a plein? Est-ce que vous avez vu un conseil ministériel vraiment digne de ce nom, avec, on va dire, des commissions interministérielles, avec des objectifs et des projets communs? Aujourd'hui, nous avons malheureusement le paradoxe, c'est qu'on a des ministres, qui se détestent, des ministres qui ne se parlent même pas. Est-ce que Tala'a al-Hurriyat, en tant que parti politique, est-ce que vous avez déjà condamné cela? Bien évidemment, nous continuons à le condamner. Pas plus tard que ce matin, en fin de matinée, nous avons aussi émis, lors de la tenue de notre bureau politique, un constat, malheureusement, effectivement, qui se répète et qui englobe aussi la situation politique, économique, sociale et autres. Donc aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes, vous savez, Tala'a al-Hurriyat est issu du peuple. Donc notre composante, ce sont des Algériens qui vivent au quotidien en Algérie, qui comprennent la problématique, qui sont issus de cette problématique, qui d'ailleurs qui en souffrent en premier lieu, comme tous les Algériens, les millions d'Algériens. Donc oui, nous condamnons effectivement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous luttons tous, aujourd'hui je pense autour de cette table, chacun à sa manière, pour pouvoir peut-être transcender nos énergies vers une alternance qui dit basta, assez. Saïd Aknin ou Yahya, et donc il était arrivé au pouvoir justement après Abdelmadjid Tebboune. Il était là avant Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est revenu? Un an après, c'est toujours le même constat. L'Algérie va très mal. La corruption est là. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Et vous avez évoqué tout à l'heure le nom d'un frère, d'un ami, Jamal Din Ben Chenouf, que je salue de cette tribune. Je salue aussi les téléspectateurs. Et je remercie ceux qui m'envoient des messages et qui m'apprennent beaucoup de choses. Un opposant politique, c'est celui qui apprend du peuple et non pas celui qui méprise le peuple. Yahya. Oui, Yahya, oui. C'est un produit du système
qui travaille pour ses chefs et non pas pour le pays. Ouihia, c'est un mensonge. Et en tant que parti politique, associé à de l'inceste politique pour donner la construction de l'échec. Cette construction ne vient pas d'aujourd'hui. C'est une construction qui est là, justement, pour maintenir les intérêts du régime et de la base sociale du régime. Il est vrai, le constat aujourd'hui est amer. Quand j'étais au pays, j'ai sillonné son village, 10 wilayas, 40 communes. La réalité est plus amère que le constat. Quand on voit que l'Algérie est passée par la bénédiction des 1000 milliards, parce qu'il n'y a aucun génie humain, si ce n'est l'extraction et la vente, au gré des marchés, au prix des marchés, on se dit aujourd'hui, s'il y a un chômeur, c'est un échec. Alors qu'aujourd'hui, 30% de jeunes dans le nord sont au chômage et 65% dans le sud sont au chômage. Aujourd'hui en Algérie, c'est 20 millions qui vivent. Et les richesses de l'Algérie sont à 99% dans le sud. Exactement. Et aujourd'hui, 20 millions d'Algériens vivent sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, 7 millions d'universitaires sont au chômage. Aujourd'hui, l'école est sinistrée. L'université n'est même pas citée dans les classements internationaux. Aujourd'hui, les hôpitaux sont malades et on nous construit la plus grande mosquée. Aujourd'hui, les dirigeants, comme Ouihia, se soignent à l'étranger. Le bilan médical de l'indu président, qui, par un coup de force, en 1999, a été imposé au peuple algérien, suite au retrait historique de 6. La construction de l'échec, justement, il y avait des hommes, en 1963, qui ont démissionné de tous les organes de la Révolution. Un acte de grande classe politique et d'une lucidité. Si les décideurs de l'époque avaient écouté la parole de la sagesse et de l'anticipation, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Avant-hier, il y a eu une intoxication. On n'en sait pas d'où elle vient. Oui. La semaine dernière, il y avait des inondations. Dans le Il y avait des morts. Il y avait 3 jours de ça aussi. Ouais. Il y avait 3 jours de ça. Ils ont repêché. La marine italienne a repêché 3 corps d'Algériens, Harraga. Bilan d'Ouihia. Voici le bilan d'Ouihia. Et en contrepartie, 2000 familles détiennent 80% de la richesse algérienne. En contrepartie, les oligarques imposent leurs lois associées à la mafia. En contrepartie, donc il y a des oligarques, il y a une mafia à côté. C'est le Hajj Moussa, Moussa el Hajj. D'accord. Moussa el Hajj, le Hajj Moussa. En contrepartie, on retrouve dans une maison, il paraît qu'on aurait trouvé dans la maison de Kamel le Boucher, le montant de 500 milliards de centimes et de 100 millions d'euros en espèces. Est-ce que vous pouvez imaginer c'est quoi? C'est un État dans un État. Bilan d'Ouihia. Aujourd'hui, ne pas entendre la tristesse de ces familles qui sont en détresse. Aujourd'hui, ne pas entendre les cris de ces jeunes, de ces retraités, de tous ceux qui sont laissés pour compte dans le pays et essayer de construire des ponts pour un changement du système, ni un changement du régime, ni un changement dans le régime, mais un changement du système. Nous y serons comptables devant les générations à venir.
Zoher Arwis ou Yahya, donc le bilan un an après, après sa fameuse déclaration, le Mousselhek al-Azam, est-ce qu'aujourd'hui on n'est plus là? L'Algérie va bien, va mieux? Certainement pas. Mais je pense qu'on ne peut pas parler du bilan de Ouyahia sans parler du bilan de Bouteflika, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Ouyahia est arrivé il y a une année, mais il était là avant et il est là depuis 1999. Par ailleurs, pourquoi on ne peut pas parler du bilan de Ouyahia sans parler du bilan de Bouteflika? Et du coup du régime en entier? Absolument, je vais y venir pour chacun. Parce que Ouyahia, comme ceux qui l'ont précédé, nous ont tous déclaré qu'ils étaient là pour appliquer le programme du président Abdelaziz Bouteflika. Et Abdelaziz Bouteflika a lui-même, et on l'a tous entendu, même si c'était pénible à entendre, on l'a tous entendu, souhaiter un 4e mandat. Donc, il était tout à fait conscient de sa volonté, de sa propre volonté, de se remettre en selle pour un 4e mandat. Donc, c'est un bilan, finalement, de près de 20 ans d'exercice politique. C'est un échec consommé, ça a été dit. Je ne vais pas reprendre ce qui a été évoqué par Bédis et par Saïd, à juste titre. Les chiffres récents... Est-ce qu'un autre aurait pu faire mieux? En 19 ans, avec 1 000 milliards de dollars, nettement mieux, beaucoup mieux. Je pense que le Portugal, avec moins de temps et avec moins d'argent, a réussi à une prouesse. Et je parle du Portugal parce que c'est un exemple qui est là, concret et précis, mais il y a d'autres exemples dans le monde qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de matières premières et qui n'avaient pas cette manne financière. Donc nous avons affaire à un régime qui a dilapidé 1 000 milliards de dollars, au bas mot, 1 000 milliards de dollars, et qui laisse une situation les pires qui soient. Je ne reviens pas sur la situation de ces jeunes, le chômage, les taux de chômage qui ont été indiqués, les haragas, les corps, etc. Donc une jeunesse complètement désespérée. Si on devait parler de Ouyahia, puisque c'est le titre de la séquence, le bilan Ouyahia, c'est une planche à billets avec un équivalent de 30 milliards de dollars. Comment on va payer ça? Comment on va régler cette situation qui nous laisse 30 milliards de dollars, la planche à billets? C'est un déficit de la balance des paiements pour 2018 qui va être aux alentours de 18 à 20 milliards de dollars. Et la balance budgétaire aussi. Voilà. Et donc là, vous avez déjà le bilan de Ouyahia, si vous voulez circonscrire uniquement à Ouyahia. Le bilan Ouyahia, c'est aussi le management, cette façon de faire qu'il a de son propre gouvernement. Vous avez entendu de manière ridicule un ministre nous expliquer qu'il n'y avait pas besoin de Nobel. Oui, hein, Hadjar. Il est à la tête d'un ministère peut-être le plus important en principe dans le pays, mais qui nous explique qu'on n'a pas besoin de gens intelligents parce que nous sommes tellement pas intelligents, et nous sommes là à la tête du pays et on dirige, on n'a pas besoin que d'autres viennent nous expliquer comment il faut diriger ce pays. Ça, c'est le bilan Ouyahia. Le bilan Ouyahia, c'est aussi, et on le voit de plus en plus, l'utilisation des moyens de l'État pour entamer une campagne électorale pour le 5e mandat. Pour un candidat qui ne s'est pas encore prononcé. Pour un candidat qui ne peut pas se prononcer, mais ils utilisent déjà les moyens de l'État. Et il n'y a pas si longtemps, le secrétaire général du FLN était reçu au palais du gouvernement pour parler campagne électorale. Voilà le bilan de Ouyahia aussi. On va quand même l'écouter, ce monsieur Ouyahia. La vidéo, s'il vous plaît. كما نقول له بالعامة وصل لموسى العظم والحمد لله كذلك مرة أخرى بفضل حكمة سيادة رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة قرار اللجوء إلى استدانة الخزينة العمومية من عند البنك المركزي أو ما يسمى في لغة خبراء المال بالتمويل التقليدي. Bédis Khenissa, Ouyahia aujourd'hui n'est pas en train de chanter tout seul. Il y a des partis qui entourent aujourd'hui le parti de la coalition. Il y a des gens qui appellent Bouteflika justement à la continuité et du coup Ouyahia aussi à la continuité. Quelle continuité? Nous sommes en train de dire... C'est des Algériens, c'est des partis politiques. Quelqu'un d'autre dirait ça. Non, mais il y a une partie d'Algériens qui veut que ce régime continue. Le seul vis-à-vis que je peux considérer et valoriser, c'est le peuple, c'est la caution populaire. Or, ces partis... Donc ces jeunes ne représentent personne. Écoutez, ils représentent leurs intérêts, du moins. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde, et ce n'est pas un secret.
Maintenant, si vous faites référence aux 15 ou 16 partis, les micro-partis récemment qui sont succédés, bien évidemment, il y en a d'autres. Mais vous savez, le dénominateur commun de tous ces partis, c'est quoi? C'est l'intérêt individualiste, clanique, qui, normalement, dans un État digne de ce nom et démocratique comme prétend être l'Algérie aujourd'hui, doit être au-dessus de toute considération. On doit être dans un intérêt collectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, mais moi, je reviens sur cette continuité. Quelle continuité, monsieur? L'istimrariya de quoi? Je résume tout à l'heure votre plaidoyer par rapport à la situation des Algériens aujourd'hui. Je la résume en une phrase, malheureuse. Quand je la dis, j'ai quasiment la larme à l'œil, monsieur Hussein. C'est que nous avons un pays riche, l'Algérie est un pays riche, habité par un peuple pauvre. Voilà le constat aujourd'hui. 10 000 milliards au bas mot, comme vous dites. Et encore, peut-être qu'on peut quasiment, facilement les doubler. Mais vous pouvez mettre autant de personnes compétentes que vous voulez. Et c'est là où je diverge un peu avec vous tout à l'heure, c'est que si vous n'avez pas la bonne base, les bons mécanismes, la vraie démocratie, l'émergence du peuple au centre du débat, la vraie valorisation du peuple à travers la souveraineté de sa voix, 3 000 milliards avec les plus experts du monde, vous n'arriverez pas de bouger le pays d'un iota avec un mécanisme corrompu, avec un mécanisme fourvoyé, avec un mécanisme expiré, clanique. Elle est là la problématique. Donc quand vous parlez de continuité, très bien, moi je m'adresse au peuple. Est-ce qu'ils veulent cette continuité? Honnêtement, vous et moi autour de cette table, voulons-nous cette continuité de corruption, de défaillance, où le pays a été mené à sa perte, où nous sommes la risée du monde entier? Non, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter, il faut être raisonnable, il faut être responsable. On sait très bien que ces partis, les partis d'alliance, appelez ça comme vous voulez, sont des partis qui ont leurs propres calculs, leurs propres feuilles de route. Moi, et je pense qu'autour de cette table, nous obéissons à une feuille de route collective pour un avenir collectif. Pourquoi Ben Felice ne sort pas et je ne sais pas, tenir une conférence et tenir ce genre de propos? Mais écoutez, encore une fois, Ali Ben Felice, c'est un parti. Ali Ben Felice, c'est une entité. D'accord? Donc, à travers aujourd'hui, moi, sur ce plateau, je vous parle en son nom, par exemple. Ça aussi, c'est la démocratie, c'est l'exercice politique. Après, on peut trouver des convergences dans la perception de ce que c'est l'opposition dans un pays autoritariste comme le nôtre. Rappelons-le. L'exercice d'opposition n'est pas un cahier des charges, n'est pas un standard. Voyez-vous. Donc, dans un pays démocratique, chacun a sa perception. Rachid Nekez, Gilles Jadid ou d'autres personnalités dans l'opposition, on peut diverger sur certains points, mais on converge sur les fondamentaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut avoir un corpus idéologique, c'est Hussein. Le corpus idéologique qui nous fait défaillance aujourd'hui. Ce corpus idéologique doit être quoi? C'est-à-dire qu'on s'accorde sur les principes et on converge sur les finalités. Quelles finalités? C'est-à-dire sortir de ce marasme, sortir de ce statu quo. Parce que ce qu'on oublie de dire depuis tout à l'heure, c'est que cette continuité, justement, elle permet une seule chose, je dis bien, c'est de pérenniser ce régime, c'est de maintenir ce statu quo, cet immobilisme brejnevien que j'ai envie d'appeler. Saïd Aknin, est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui nous appartient à nous, le peuple? L'Algérien d'aujourd'hui, dans l'Algérie d'aujourd'hui, il y a deux collèges. Il y a celui d'en haut et celui d'en bas. Comment que l'Algérie, elle pourrait appartenir au peuple si maintenant cette voix du peuple est écoutée, si maintenant cette voix du peuple aussi, ses aspirations sont reproduites dans la loi fondamentale. Et c'est ça qui fait défaut, justement. Le coup de force de 1963, la constitution qui a été faite dans le cinéma majestique, c'est le premier coup de force contre le peuple algérien. Et puis vient plusieurs coups de force en passant par 1980, 1988. Et là, vous savez, la lucidité politique pousse les belles âmes parfois à reconnaître un certain nombre de choses. Et là, je cite M. Bounouari. M. Bounouari avait dit quelque chose de très très important. Nous nous sommes trompés en nous mettant derrière les chars, croyant défendre la démocratie. Il avait dit encore une autre chose, une autre belle chose aussi. Ce qu'on reproche à Elie Yahya Abdel-Nour, c'est le contrat de Rome. C'est de la lucidité politique. Quand on a participé à la gestion des affaires de l'État, il est vrai, c'est bien beau de faire tout de suite le constat, mais aussi assumer ses responsabilités. Demander pardon au peuple.
Demander pardon au peuple, ça c'est très important. Ce n'est pas simplement de dire, voici, on se réveille le matin et on se dit, on appartient à une telle catégorie ou à une telle catégorie. Le peuple sait justement faire. Vous êtes en train de parler de différence. Qui? De Benflis, non? Nous vivons une période où il y a un lâcher de lièvre. Ce lâcher de lièvre voit certains qui avaient couru demander la baraka de la Mali, demander la baraka de Toufiq, maintenant demander la baraka de Gaïd Saleh, pour justement arriver, c'est la pyramide des besoins de Mossoul, arriver à la magistrature suprême et driver les affaires du pays sans pour autant penser à l'intérêt de ce peuple. Parce que le premier aujourd'hui des intérêts de ce peuple, c'est quoi? On a fait du tort à ce peuple. Aujourd'hui, si on parle du bilan du Yahya avec tous les échecs que nous avons tous énumérés tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait la récompense de l'échec et la construction. J'insiste encore une fois sur la construction de l'échec. La construction de l'échec, elle a été faite sciemment, consciemment. Ils savent ce qu'ils font. Mais par contre, Yahya, il travaille pour ses chefs. Il ne travaille pas pour le peuple. Et ces chefs sont à la fois locaux et aussi internationaux. Et il n'y a pas que lui, c'est une succession. Aujourd'hui, si on doit faire le bilan, c'est le bilan historique du régime. Poussons un peu loin. Un peu loin. Le premier acte fondateur de ce qui est devenu aujourd'hui l'Algérie, c'était l'assassinat d'Aban Ramadan. Demain, c'est le 20 août. Quelle était la promesse de novembre et de la plateforme de la Souma? C'est la construction d'une république algérienne démocratique et sociale. Est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce qu'on l'a vécu? Ne serait-ce qu'un instant, un moment, depuis maintenant l'indépendance confisquée à aujourd'hui. À aucun moment nous l'avons vécu. À aucun moment, nous, les enfants du peuple, nous l'avons vécu. À aucun moment, le peuple algérien l'a vécu. Donc, tous ceux qui ont assumé des responsabilités, non seulement doivent demander pardon, mais aussi ne pas troubler le jeu politique, dans le sens où l'opposant politique aujourd'hui, il y a l'opposant politique et l'opposant organique. L'opposant politique, c'est celui qui ne méprise pas le peuple et qui apprend du peuple. L'opposant politique, c'est celui qui met en priorité des échecs aujourd'hui la non-légitimité du système. Parce que quand on est illégitime, on travaille soit pour sa chapelle, soit pour ses intérêts personnels, ou on travaille pour son clan. Quand on est l'émanation du peuple, on travaille pour le peuple, parce qu'on est redevable. Maintenant, quand on mécanisme, tous les mécanismes qui sont mis en place, les mécanismes institutionnels, les mécanismes constitutionnels, ce sont des mécanismes qui excluent de facto le peuple. Et je cite la dernière des constitutions. La dernière des constitutions de... On va revenir, Saïd. On va revenir. Zoher Aroui, entre ce qui dit Saïd, entre la construction de l'échec et ce qui a été promu, construction d'un État, d'une république, d'une démocratie, on en est où aujourd'hui avec justement les semblables de Yahya? Je crois que le bilan de ce régime, globalement, est dans le détail, si on veut, mais tout le monde d'accord. Tout simplement. Ce bilan, nous l'avons évoqué, nous l'évoquons depuis des années, à longueur d'onde, de journée. Aujourd'hui, il faut... Mais il faut accepter les autres aussi, Zoher. Il y a d'autres Algériens qui disent que l'Algérie d'aujourd'hui, le régime d'aujourd'hui, c'est l'Algérie du peuple. En tout cas, je vais répondre à cette deuxième question. Oui. Nous sommes d'accord sur le bilan. Nous sommes d'accord que ce régime est illégitime. Nous sommes d'accord que ce régime a compromis les chances d'avenir de tous les Algériens et de toute l'Algérie et menace même la pérennité de l'Algérie en tant qu'État, en tant que pays. Ce régime menace la pérennité de l'Algérie, comme d'autres pays qui ne sont pas très loin de chez nous, n'existent pratiquement plus. Et ce régime menace gravement la pérennité de notre pays. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Eh bien, il faut travailler sur une alternative. Il faut poser les bases de l'alternative. Et c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons lancé récemment une initiative Mouatana qui permet
à tous ceux qui le souhaitent, partis, individus, organisations, associations, tous ceux qui le souhaitent, de contribuer à une véritable alternative, un changement de régime, comme ça a été dit tout à l'heure, et non pas un changement dans le régime, un vrai changement de ce régime. Et donc, il faut plutôt renforcer ce type d'initiative qui travaille à cette alternative, parce que le bilan, on peut y passer des heures, des journées, et il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire parce que ça nous permettra de nous prémunir d'éventuelles fautes à l'avenir, pour ne pas rééditer ce qui a été fait. Donc il faut le faire, mais il faut construire, il faut avancer, sinon nous allons disparaître, tout simplement. C'est que les Algériens vont disparaître. Historiquement, je parle de faits historiques. Est-ce que les Algériens n'ont pas compris ça, ou les partis politiques n'ont pas compris ça, ou c'est le régime qui joue entre eux? C'est quoi le problème? Bon, le régime, de toute façon... Pourquoi le régime, eux, les partis du régime, justement, qui font la coalition aujourd'hui, eux, ils se réunissent? Il n'y a pas de parti du régime. D'abord, ils se réunissent parce qu'ils ont les moyens de l'État. Oui. Et vous avez vu dimanche dernier, quand les initiateurs de Mouatana ont fait un petit rassemblement sur l'espace public, comment ils ont été traités et comment on leur a interdit de se poser à Saad Chouhada et comment on les a emmenés dans un commissariat. En revanche et pourtant, c'est des partis agréés. Est-ce que l'opposition aujourd'hui doit forcer les barricades? Pourtant, c'est des partis agréés et ce sont des Algériens comme d'autres. En revanche, d'autres partis, que vous les appelez partis politiques, vous parlez des 15, si vous voulez qu'on parle d'eux, ils existent où? Ils sont où? Combien sont-ils réellement? Ceux-là ont tous les moyens de l'État. Il n'y a pas que ces 15, il y a le RND, il y a le FLN, il y a le MSP, il y a le MEJ, je ne sais pas, il y a le TEJ, il y a... Oui, d'accord, allez, on peut monter à 60 partis si vous voulez, on peut monter jusqu'à 60. Combien sont-ils? Je parle de qu'est-ce qu'ils représentent? Qui sont-ils? Quels sont les moyens dont ils disposent par rapport à la véritable opposition à ce régime? Moi, je ne parle pas de... Ça, c'est de l'opposition du régime. Ça, c'est de l'opposition organique. Ça, ce sont des gens qui... C'est une scène politique qui est posée par le régime avec la coalition ou l'alliance qui le soutient et sa propre opposition. Donc, moi, je ne parle pas de ça, je parle de la vraie opposition. Maintenant, vous m'avez dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi des Algériens qui ont envie que ça continue? Très bien, mais posons la question aux Algériens. Faisons des élections libres, organisons un scrutin, mettons en place les mécanismes d'un vrai état de droit, mettons une commission électorale, laissons les partis surveiller, organiser, surveiller le scrutin. Et puis à ce moment-là, chacun prendra en compte les résultats, mais les vrais résultats. Pas l'organisation du trafic, pas l'organisation du rapt des urnes. C'est pas ça. Donc s'il y a des Algériens qui soutiennent, et il y en a probablement, mais je suis convaincu, et je le sais, parce que ça a été dit, et tu as raison Saïd, l'opposition, c'est celle qui va sur le terrain. C'est celle qui rencontre les Algériens, qui les écoute, comme l'ont fait Mouatana, comme on le fait à Gil Jadid, et comme le font d'autres. Donc on les écoute, on est sur le terrain et on sait quel est le son de cloche. Et nous savons ce qui se passe. Et Ouihia le sait parfaitement, lui qui a subi toutes les manifestations de différentes corporations, et on va citer que les derniers, peut-être les résidents. Tout le monde sait que plus personne dans ce pays ne veut de la continuité de ce régime. Tout le monde demande à ce régime de dégager. Eh bien, il est temps d'organiser calmement, pacifiquement, le départ de ce régime. Comment il faut organiser justement ce départ? Alors, avant toute chose, s'il vous plaît, si vous permettez, j'ouvre une parenthèse. On passe au deuxième sujet. Oui. Très, très brièvement, j'ouvre une parenthèse juste pour vous dire que peut-être il faudra à un certain moment éviter involontairement peut-être, de jouer le jeu de ce régime, justement, à travers une sémantique un peu tendancieuse qui consiste à se tromper d'ennemis et de cibles. Aujourd'hui, je pense qu'il me semble-t-il qu'on est en train de parler d'un bilan d'un Premier ministre, un bilan d'un régime depuis 19-20 ans. Or, Ali Benflis, je ne vois pas la convergence par rapport au débat, d'une part. D'autre part, pourquoi ne pas, pour éviter de jouer le jeu de ce régime? Parce qu'à travers ces questions tendancieuses, si vous voulez, vous faites ce jeu donc, du régime et donc de la pérennisation de ce régime à travers la décrédibilisation de l'opposition. Encore une fois, je me répète,
Aujourd'hui, on est Ali Benflis, pour en citer que lui, parce que vous l'évoquez à chaque fois, à chaque émission. Ali Benflis a quitté le pouvoir depuis 15 ans. C'est tout. Non, j'entends bien. Vous représentez non, parce Ali que Benflis. vous avez quand même insisté tout à l'heure sur le raisonnement de Saïd, que je respecte, où vous avez incité peut-être en disant est-ce qu'il parle d'un tel ou un tel monsieur. Donc, je voudrais comprendre. J'entends bien, mais c'est pour ça que je dis mon opinion, bien évidemment, parce qu'à 2 reprises sur 2 émissions, effectivement, ça devient une fâcheuse tendance auquel je voudrais peut-être clarifier, ou peut-être c'est un malentendu de ma part. Mais là où je veux en venir, c'est que nous sommes face à un homme qui a quitté le pouvoir depuis 15 ans, qu'on se le dise, qui a 40 ans de parcours politique. Je ne suis pas là pour en parler, parce qu'on est sur une autre thématique, mais comme vous avez évoqué le sujet, je me dois, en tant que représentant du parti ce soir, d'en parler. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Aujourd'hui, je pense que ces chamailleries qu'on est en train de faire jouent le jeu de ce régime, tout bonnement, et tout simplement. Et autre part, pour peut-être résumer la sémantique, nous ne pouvons pas réécrire le passé. Par contre, on peut écrire l'avenir. Et cet avenir, à nous de se poser la question, est-ce qu'on doit être responsable, résolument intelligent pour construire cet avenir entre nous, ou alors faire ad vitam aeternam des chamailleries entre nous? C'est pour ça, justement, ma question était par rapport à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour construire l'avenir? Et là, j'aimerais m'adresser au peuple surtout directement. Pour l'opposition, justement. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous faire de longs discours là-dessus. Moi, je m'adresse au peuple. Ce que je disais tout à l'heure, la caution populaire. On a parlé effectivement d'élections. Mais avant cela, il faut que le peuple comprenne, se réapproprie sa pleine citoyenneté. Et là, je m'adresse au peuple directement. Qu'est-ce qu'il veut, le peuple? Il veut effectivement écrire cet avenir, dessiner ses horizons pour ses enfants, pour les générations à venir, ou rester dans cette inertie? Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, le premier parti d'opposition, c'est ni le mien, ni le vôtre, ni qui que ce soit. C'est la majorité silencieuse, qui se compte par millions. Eh bien, cette majorité silencieuse, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire, c'est celle qui permettrait d'impulser justement ce changement. Parce qu'on peut débattre. Regardez, aujourd'hui, on tend des perches à travers le dialogue inclusif à ce régime, mais qui se terre dans son mutisme. Un mutisme suicidaire aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est le peuple, la solution, je dirais, finale, demeure le peuple. Le peuple, faut qu'il se réapproprie sa pleine citoyenneté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réattribue ses fonctions, son rôle dans la société. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Et je dirais, transférer cette opposition de majorité silencieuse, disons passive, vers une opposition revendicative, pacifique bien évidemment, parce qu'on est tous ici autour de cette table, quand même, garants de la paix et de la stabilité du pays. Donc on doit faire les choses en intelligence. Merci, Badis. On passe au deuxième sujet, donc, qui est l'Algérie, la bancarisation en Algérie. Est-ce que c'est un tabou en Algérie, Robis? Pourquoi les Algériens aujourd'hui n'ont pas confiance dans leurs banques? Pourquoi ils sont encore dans le CCP, les postes? Les Algériens ne payent pas leurs factures en ligne et les Algériens ne font pas confiance à personne. C'est difficile de passer du premier sujet au second. Mais bon, je vais essayer de le faire, même si la fin du premier sujet doit être une vraie une émission entière. Oui, c'est vrai. Pour discuter effectivement, c'est comment le peuple, oui, comment on peut faire pour qu'effectivement l'Algérien se réapproprie sa citoyenneté, comprenne ses devoirs et ses droits, et comment il peut aller au-devant de ce régime pacifiquement pour s'approprier ses droits de citoyen. Et c'est bien l'enjeu de ce que nous faisons dans le cadre de Mouatana. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde, je voudrais le dire, Mouatana, ce n'est pas une initiative qui va s'arrêter à la prochaine présidentielle de 2019. Ça doit aller au-delà, parce que Mouatana, ça veut dire citoyenneté. Et donc, il y a quelque chose à construire. C'est ce que disait Badis, et je souscris complètement. Maintenant, sur la bancarisation. La bancarisation, c'est un sujet que je connais bien, parce que professionnellement, je suis dans le milieu bancaire. On dit que les Algériens sont bancarisés à hauteur de moins de 10%, on va dire à peu près moins de 10%. D'abord parce qu'on n'a pas construit de véritable banque et un système financier qui permette aux Algériens d'utiliser convenablement les différents outils qui peuvent exister sur le compte, des moyens de paiement et ainsi de suite. On ne l'a pas fait, ça fait partie du bilan du régime aussi.
On ne l'a pas fait parce que ça répond à des conditions, des conditions précises. Oui. La réglementation bancaire, c'est de la transparence, c'est de la traçabilité, c'est un certain nombre de conditions que doivent respecter les établissements bancaires. On ne l'a pas fait probablement pour des raisons qui, justement, font qu'on ne veut pas tracer quoi que ce soit. Peut-être qu'on ne souhaite pas que tout ça apparaisse. Je ne sais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 1 000 milliards de dollars de dépensés, mais on n'est pas en capacité de payer ces factures sur Internet. On n'est pas en capacité d'utiliser sa carte bancaire pour acheter des produits sur Internet aussi. De trouver un distributeur de billets partout. D'aller sur n'importe quel distributeur pour retirer de l'argent, quelle que soit la banque chez qui on a ses comptes. Donc, c'est Bédis qui disait « Nous sommes un pays riche et un peuple pauvre ». Voilà, nous sommes dans des conditions qui ne sont pas dignes d'un pays qui a autant de ressources. Et les Algériens, je pense à juste titre, n'ont pas confiance dans ce dispositif bancaire. Et c'est la raison pour laquelle ils gardent leur argent auprès d'eux, au plus près d'eux. Et donc, vous avez là toute une population qui n'a pas confiance dans ce régime quand il organise des élections, qui n'a pas confiance dans ce régime pour leur propre épargne, qui n'a confiance en rien de ce qui est apparenté comme étant l'émanation de ce régime. Et on n'a pas non plus eu la volonté de créer de vraies banques. Aujourd'hui, les banques, vous savez, une banque en principe vit des prêts immobiliers qu'elle octroie aux entreprises et aux particuliers et des commissions qu'elle peut générer sur les moyens de paiement et sur les incidents de fonctionnement de compte. En Algérie aujourd'hui, toutes les banques ne fonctionnent pas sur ce type de bilan économique et financier. Elles fonctionnent sur la subvention. Ce sont des banques qui sont soutenues par l'État pour les opérations, notamment pour ces opérations qui défraient la chronique. Bédis Khanissa, est-ce qu'il y a un problème de recherche scientifique, de technologie qui est posé là-dessus? Est-ce qu'il y a un problème de conscience? Pourquoi les Algériens ne vont pas justement à la bancarisation? Non, mais c'est un tout. Je pense qu'aujourd'hui, résumer la problématique de la bancarisation des Algériens qu'au niveau du TIC, par exemple, ou les technologies, ou la digitalisation, je pense que c'est une erreur. C'est un ensemble que ce soit qui s'explique par le manque de volonté politique, effectivement. Je pense à juste titre à cette opération de mise en conformité fiscale. Il fut un temps qui a été crié sur tous les toits par le ministre des Finances et qui finalement s'est terminé par un gros fiasco et qui plus est comme toutes les autres, par une absence totale de rapport officiel. Donc c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Donc il y a vraiment une dynamique politique qui fait que, justement, aujourd'hui, on est dans ce statu quo, notamment en matière de bancarisation. Mais c'est un fléau, vous savez, qui, je pense, seul le gouvernement ne mesure pas les conséquences à l'état actuel des choses. Parce que, vous savez, dans un contexte défavorable comme aujourd'hui économique, dans lequel vous avez plus de 40 milliards d'euros équivalents de circulation monétaire hors banque, ce qui est énorme, ce qui est effarant, c'est que ce gouvernement ne fait rien. Avez-vous vu, par exemple, des mesures d'urgence pour pouvoir pallier à cette problématique ? Qui plus est, accentué par, on va dire, un contexte mondialisé. Vous avez vu une guerre économique actuellement qui se déroule à nos portes entre la Turquie, une puissance qui est aussi cautionnée par d'autres pays occidentaux, notamment récemment la France à travers la déclaration de Macron. Vous avez de l'autre côté les Américains, et nous, entre deux, on est dans l'expectatif. Donc, c'est vrai qu'il y a des incidences beaucoup plus majeures que cela. Avec la dévaluation du dinar, qu'on en parle, la planche à billets, qui a créé une masse monétaire comme du jamais vu, donc elle a noyé la masse monétaire. Donc vous avez plein de facteurs qui font que accentuer cette crise dans laquelle nous, en tout cas les responsables aujourd'hui à ce jour, n'ont rien fait pour endiguer. Maintenant, je reviens sur le système bancaire en lui-même. Vous savez, on a un système bancaire archaïque, qui est démodé, qui est expiré. Nous avons un système bancaire hermétique. Quelle est la stratégie qu'il faut adapter justement aujourd'hui pour actualiser tout ça? Il faut déjà prendre le problème à bras-le-corps.
Il faut traiter les problématiques de fond. Il faut arrêter de traiter superficiellement comme cette opération dont je parlais tout à l'heure, qui était là que de la poudre aux yeux. Donc il faut vraiment traiter le problème de fond. Le problème de fond, c'est quoi? C'est, comme je disais, harmoniser le système bancaire, faire une refonte globale de ce système. On a un système bancaire mal informé. Par exemple, dans notre programme, nous proposons carrément l'optimisation, l'actualisation de ce qu'on appelle les centrales d'information. Centrales d'information qui pourraient, dans une gestion de management de risque, pouvoir éviter, voire réduire les risques de ce qu'on appelle les prêts toxiques, qui peuvent être préjudiciables à l'État. Accompagner, par exemple, la compréhension de ce que c'est une banque. Tu l'as évoqué tout à l'heure. La banque, aujourd'hui, il faut que ce gouvernement, ce ministère, comprenne que c'est une société à part entière. Quelques experts appellent le gouvernement à créer une autre monnaie. J'y viens. Attendez. Juste quand je vous dis qu'il faut qu'ils comprennent la compréhension de ce que c'est une banque, qu'elle soit une société à part entière, c'est quoi? Parce que, in fine, c'est quoi la finalité? C'est capter la clientèle algérienne, capter l'épargne algérien, cet argent terrorisé qui dort, je dirais, dans les bas de laine. Donc, pour cela, on a besoin d'être compétitif. Donc, une société qui a des objectifs commerciaux, qui a des bilans, qui a un bénéfice à faire, qui a une mise en concurrence, qui a une compétitivité, elle se doit de mettre des taux attractifs, elle se doit d'avoir une politique d'attractivité pour pouvoir capter cette population. Au-delà, bien évidemment, de la confiance et de la crise de confiance qui tire ses racines, bien évidemment, dans les scandales précédents. Saïd Akline, est-ce que dans un régime aussi rentier que le nôtre, tout ce genre de problème n'est que accessoire du quotidien? Hussein, je pense qu'aujourd'hui, le concept qui sied à la situation où nous sommes, c'est plus parler de système que de régime. Les banques évoluent dans un système primaire de développement bancaire. Les banques aujourd'hui sont un outil du pouvoir au service du régime. La question qui se pose, d'où vient ce climat de défiance? D'où vient cette crise de confiance? Cette crise de confiance, elle est d'abord politique, avant qu'elle soit... Le peuple n'est associé en rien. C'est le seul pays au monde pour avoir un prêt à la consommation, c'est-à-dire acheter une baguette, acheter une voiture, acheter je ne sais pas quoi, à la consommation. Il faut payer du bakshish. Malheureusement. Sinon, tu ne l'obtiens pas. En termes de système bancaire, l'Algérie, elle est classée 137e sur 147 pays. En termes d'octroi de crédit, l'Algérie, elle est classée 70e. On sait aujourd'hui, parce que on ne peut pas appartenir au système. Si on parle vrai, on ne peut qu'appartenir au peuple. Et on ne peut pas faire le jeu du système. Si on parle vrai, venir du peuple, c'est vivre son quotidien et parler vrai. C'est quoi la vérité dans cette situation? Qui obtient les crédits? Qui obtient les lignes de crédit aujourd'hui? C'est le régime et la base sociale du régime. Et l'opposition organique, elle est créée par le régime dans sa base sociale. Et à partir du moment qu'on n'a pas fait sa véritable remise en question, il est du droit de l'enfant du peuple de penser et de ne pas faire aussi le jeu du système, de penser qu'effectivement, c'est juste un missionnaire du régime. La politique, c'est tous les jours. Ce n'est pas 20 ans d'hibernation, et puis on revient comme une fleur, et enfin on appartient au peuple. La politique, c'est-à-dire l'opposant politique, et je reviendrai au système bancaire. Justement, c'est de dire j'ai assumé des responsabilités, des hautes responsabilités de l'État. Et nous avons octroyé de crédit à telle personne. Et nous avons vendu tel immeuble. Et j'ai accordé la vente de cet immeuble.
Et c'était une erreur. Aujourd'hui, Saïd, qu'est-ce qu'il Et faut que faire cet argent, aujourd'hui, il est placé au Canada par l'intermédiaire de mon enfant qui a créé une société de conseil. Voici ça, c'est le système bancaire. Pourquoi ça, c'est le système bancaire. Oui. Le système bancaire ce type d'invective. et les lois. Je ne peux pas continuer. Et les lois. Mais je n'accuse personne. Non. Et les lois. Non, mais depuis Saïd, aujourd'hui, oui. La loi de la monnaie et du crédit. C'est du blocage. Non. La belle phrase ne fait pas la vérité. Non, mais bon, enfin, vous savez... Saïd Hakkani, il faut qu'on passe au troisième sujet. Il faut qu'on passe au troisième sujet, c'est Algérie Navigation a vu... Badis, revenons un peu aux politiques, justement, à l'actualité. Oui, Saïd, s'il vous plaît. Algérie Navigation a vu. Aujourd'hui, Alger, elle était classée avant-hier une ville invivable. Les infrastructures sont nulles. 20 ans après l'arrivée de Bouteflika, nous sommes toujours dans les mêmes conditions. C'est que le dinar est toujours battu par le dirham marocain, par le dinar tunisien, malgré les déclarations de Bouteflika, justement, de redresser tout ça. 20 ans après. Eh bien, écoutez, justement, il y a une corrélation avec ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc, c'est cette continuité depuis quelques gouvernements qui fait qu'aujourd'hui, on est dans ce résultat où on a un pays en état végétatif. Qu'on se le dise. Donc on est en totale inertie. Un statu quo qui, bien sûr, assure des jours meilleurs pour ce régime. Mais vous savez, j'irai encore plus loin, peut-être pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Aujourd'hui, on est face à une crise sans précédent d'un système qui doit partir, qui doit quitter les lieux. Voilà. Un système qui doit laisser l'alternance. Un système qui doit faire son bilan, bien évidemment, que tout le monde sait, sauf lui qui l'ignore, bien évidemment. Donc, mais pour cela, encore une fois, la pulsion populaire doit être accompagnée par une opposition. Parce que j'entends, vous savez, opposition organique, machin, bidule, enfin bref. Donc, moi, je suis dans la construction, tout comme mon parti d'ailleurs. Moi, je suis tourné, comme tous les jeunes, vers l'avenir. D'accord ? Moi, le passé, je ne peux pas le refaire. En revanche, l'avenir, je peux l'écrire. Je peux l'écrire avec tout le monde. En inclusivité. C'est là, sur ça, ce quoi je m'attarde aujourd'hui. Et donc, nous pouvons faire du surplace. Nous pouvons refaire le passé. Mais nous ne pouvons jamais le changer. Vous savez. Et, vous savez, il faut donner une certaine compréhension de ce que c'est l'opposition. Parce qu'on parle, l'opposition, elle doit être un contre-pouvoir dans un État démocratique et un État de droit. Sauf aujourd'hui, il ne faut pas oublier le parallèle qu'on navigue, effectivement, qu'on obéit. Et je pense que récemment, avec l'initiative de Mouatana en place des martyrs, on est la preuve tangible que ce que c'est l'exercice d'opposition. Maintenant, si vous voulez qu'on soit dans un exercice de tableau comparatif, de benchmarking d'opposition, qui a fait quoi, qui est là-bas, qui est là-bas. Vous savez, nous, on subit quotidiennement, quasi quotidiennement de la pression. Mais vous le savez, non. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que nous considérons que la souffrance du peuple, dont évoque Saïd tout à l'heure, que nous savons et que nous comprenons l'émanation, parce que notre parti en fait partie, c'est que la souffrance du peuple aujourd'hui, la grave souffrance du peuple aujourd'hui, est la priorité des choses. Donc nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous ne pouvons pas. On a fait le choix de faire l'exercice de l'opposition. Donc nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous avons fait le choix de vouloir changer les choses. Donc nous devons nous écraser et continuer, main dans la main, j'ose espérer, et construire un avenir. Mais continuellement revenir sur ces aspects-là, je pense que c'est plutôt déconstructeur. Et j'irai encore plus loin, c'est plutôt de l'opposition réflexe que de l'opposition constructive et réfléchie et responsable. Zoher, l'Algérie d'aujourd'hui, sait-elle où elle va ? Navigation à vue ? Rien, aucune stratégie ? Le régime doit, les hommes, les femmes et les hommes de ce régime doivent probablement savoir là où ils veulent en venir, là où ils veulent aller. Néanmoins, tous les indicateurs sont au rouge et montrent de toute évidence que nous allons au mur si on continue de la sorte. Si on veut nous imposer, par exemple, un 5e mandat avec un président absent qui ne peut pas qui n'est pas apte à exercer les prérogatives importantes qu'octroie la Constitution actuelle, et donc un rapt de ces prérogatives-là par une oligarchie, par des personnes qui n'ont aucune légitimité pour pouvoir exercer ces prérogatives-là. Et donc ceux-là doivent probablement savoir où ils veulent en venir, c'est-à-dire continuer à profiter de ce pays, continuer à pomper jusqu'à la dernière goutte de pétrole
et les ressources de ce pays pour eux-mêmes, pour profiter pour eux-mêmes. Mais on voit bien que la situation va se dégrader de plus en plus, que cette idée de continuité ne peut que construire finalement toutes les conditions de la déflagration qui est annoncée si on continue dans cette direction-là. Et donc, et je suis d'accord avec Bédis, le bilan, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, on le partage, on le connaît, on sait tous d'où ça vient, comment, pourquoi, quand est-ce que ça a démarré. Mais il faut maintenant construire l'avenir. Il faut se préparer les générations à prendre en charge leur pays, à s'approprier leur pays. Et donc, il faut le construire maintenant. Mais comment, maintenant. en ignorant ce régime, en forçant les choses, comment? On ne peut pas ignorer ce régime, parce que ça serait une erreur. Justement. Il faut prendre conscience de la situation, et donc il faut un travail de pédagogie que fait l'opposition politique, que font les partis politiques, que fait la société civile, que font les syndicats, les organisations, que font un certain nombre de personnes. Donc il faut de la pédagogie, des universitaires, faire de la pédagogie, expliquer ce que doit être le citoyen, quel est le contenu de la citoyenneté, faire des choses comme nous, on a pu le faire, expliquer quand on demandait l'application de l'article 102 il y a plusieurs mois, c'était aussi expliquer pourquoi. Il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment on peut le faire, et ainsi de suite. Et donc, il faut faire ce travail-là de conscientisation de la société, et puis il faut que les gens s'engagent. Il faut que les gens s'engagent parce que les partis politiques, les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui engagés dans les partis, dans Mowatana, dans d'autres, dans Gilles Jadid, dans les associations, ne peuvent rien faire tout seuls. Ce ne sont pas des entités extraterritoriales. Ce sont des Algériens comme les autres. Ils ont à cœur leur pays comme tout le monde et ils s'engagent. Et il faut qu'ils soient renforcés et il faut aller crescendo. Il faut forcer, oui. Oui, il faut forcer, il faut y aller, il faut prendre les choses en main, il faut y aller, avec Mowatana, on a fait un premier rassemblement symbolique dimanche dernier, mais je l'ai déjà annoncé, nous l'avons déjà dit, d'autres rassemblements vont venir dans les wilayas, et cette fois-ci, ils seront annoncés, puisque les Algériens qui nous ont contactés nous ont dit il faut nous prévenir la prochaine fois, et on sera là avec vous. Eh bien, ces rassemblements seront annoncés, et il faut que les Algériens qui ont envie que ça bouge le montrent, et soient présents et rejoignent les mouvements de contestation de ce régime et de construction de l'avenir. Saïd Aknin, justement, le pouvoir, à chaque fois qu'il y a justement des voix qui s'élèvent dans ce sens, le pouvoir brandit le même drapeau, donc les mêmes mots, stabilité. Est-ce que stabilité aujourd'hui veut dire immobilisme en Algérie? Oui, mais il faut comprendre. C'est quoi stabilité pour eux? C'est quoi? C'est la stabilité clanique. C'est entre eux. Je vous dis que tous ceux qui sont nommés, désignés, imposés, ne pensent qu'à leurs propres intérêts et l'intérêt de la base sociale du régime. Le peuple est exclu de leur pensée, sinon on n'en serait pas arrivé là. Vous voyez là, avec la dévaluation du dinar, avec la planche à billets, on provoque ce qu'on appelle de l'inflation. L'inflation, et puis par la suite, on voit actuellement ce qui est du pouvoir d'achat. On voit de ce qui est de la pauvreté, on voit de ce qui est de l'augmentation des prix, on voit de ce qui est de la stagnation des salaires, on voit de ce qui est du recul des retraites. Voici ce que provoque actuellement, bien que, encore une fois, le problème est politique. Si il n'était pas politique, quand il y avait 1000 milliards, ils auraient bien géré. Maintenant que nous sommes en crise, maintenant qu'il n'y a plus les 1000 milliards, maintenant qu'il n'y a plus les réserves de change, maintenant qu'ils ont tenté, et ça pour faire un peu d'humour, pour se lancer dans la cocaïne. Et ils n'ont pas réussi. Et pourtant, on leur a donné un pourboire d'1 kilo. 701, c'est pas 700. Ils n'ont pas réussi. Dans cette situation, effectivement, la citoyenneté est une construction. Elle ne se décrète pas, c'est une construction quotidienne. Ce qu'on est en train de faire, il est vrai que parfois on peut diverger. D'autres fois, on peut converger. La première des choses, c'est de réapprendre à se parler. Parce que le système, la première chose qu'il a fait, il a cassé les ressorts de confiance dans la société. La deuxième des choses, apprendre à travailler ensemble. Et la troisième des choses, c'est
celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Merci Ça, c'est Saïd très Aknin. important. Merci Saïd Aknin. Merci Badis Khnissa. Merci. Conclusion. Allez-y, mais Non, très rapidement, on risque de me répéter. Vraiment, Nous 15 devons, secondes. nous devons établir une convergence des luttes, une convergence des luttes dans laquelle il y a une conception vraiment réelle de ce que c'est s'engager pour le citoyen et agir pour la nation. Merci, Ben. Et vraiment, non, mais très important. Et d'autre part, on est Ouais. pris par le temps, très bien. Convergence des luttes, voilà, merci. dans le Zohar, respect. un dernier mot, c'est bon. Je pense que nous travaillons, nous, pour la stabilité de ce pays. Merci, oui, Saïd. Le peuple travaille. Il y a ceux qui le voient, il y a ceux qui ne le voient pas. Merci Saïd Aknin, merci Badis Khnissa, merci Zoher Arwis, merci à toutes et à tous. قيمة ديالنا بقاو على خير، السلام عليكم.